Réseaux sociaux, le podcast 100% ASML. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ensemble pour le 3e épisode de Réseaux sociaux, spécial derby. Steve et Eric sont avec moi aujourd'hui. Bonjour Steve. Bonjour. Bonjour Eric. Bonjour. Pour cette dernière sur ce fameux match entre Nancy et Metz, et avant d'aborder les prochains thèmes, nous vous réservons aujourd'hui 2 énormes surprises avec l'interview de 2 légendes du club, et je pèse mes mots. On ne va pas vous faire attendre trop longtemps pour découvrir notre premier invité. Je suis impatient de donner la parole à ce joueur qu'on surnomme le Z, buteur en finale de la Coupe de la Ligue et vainqueur de la Coupe de la Ligue. J'ai le plaisir, et vous l'avez deviné, d'écouter Monsef Zerka. Je voulais savoir, les derbys pour toi, si c'était quelque chose de particulier ou si c'était plutôt un match que tu prenais comme un autre. Non, c'est un match que je prends comme un autre parce que je suis pas très derby, mais parce qu'à chaque fois dans les équipes en face, il y a toujours quelqu'un que je connais. D'accord. Donc je suis pas très, tu sais, la confrontation, au contraire, plus il y a d'équipes dans la région au niveau, et plus c'est intéressant pour la région et c'est pour ça que je suis pas très confrontation directe ou élevé à l'animosité de la rivalité entre deux villes. Ça, on est d'accord, parce que je pense que c'était quand même bien pour la région d'avoir 2 clubs en Ligue 1. Et est-ce que tu sentais toi quand même qu'il y avait une atmosphère particulière, ou c'est quelque chose qui te... Oui. Après, oui. De toute façon, même dans tous les clubs que j'ai pu avec des derbys, tu sens quand même qu'il y a une atmosphère différente, parce que l'engouement est des 2 côtés, chacun veut gagner pour la fierté de sa ville. Donc tu sens que c'est à la fois électrique et à la fois comment dirais-je, je vais pas dire féerique, parce que féerique c'est plus le côté c'est un peu festif, mais électrique et avec une ambiance, une atmosphère extraordinaire, parce que tu sens que les 2 équipes veulent pousser leurs équipes à gagner. Mais tu sens quand même cette électricité qu'il y a entre les 2 villes. Ouais, ou entre les 2 clubs. Ouais, donc ça fait quand même une atmosphère. Même si toi tu le prenais comme un match normal, tu peux pas nier qu'il y a une atmosphère particulière et que Non, dans chaque derby de manière générale, il y a toujours une atmosphère un peu particulière. Et comme je t'ai dit, à la fois électrique et à la fois une ambiance à pousser l'un ou l'autre à se donner à fond pour pouvoir gagner ce match. Même si moi je le prenais comme un match normal. D'accord. Et dans ta carrière, tu as eu d'autres derbys que tu as connus, ou c'est un des seuls? Non, je n'ai connu quand j'étais en Grèce. On était quand j'étais à Thessalonique, on était 3 clubs de première division dans la même ville. Il y avait Aris Salonique, il y avait nous, et il y avait PAOK Salonique. Donc ça faisait quand même 3 derbys dans la même ville. Et en Roumanie, j'étais à Ploiești, en fait, avec Petrolul, et puis l'autre, je sais plus comment c'était, t'en avais un autre, les 2, on était tous les 2 en Ligue 1. Ouais, donc tu étais habitué au derby d'une manière générale. Oui. Et concernant les Nancy-Metz, est-ce que tu as en tête un souvenir un peu moins bon, ou une fois où tu as été plus déçu que d'autres? Est-ce que... Il y en a 2, il y en a un déçu et un heureux. Pour le déçu, c'est celui où on a pris 4 ou 5-0 à Metz. Ouais. Et c'était à l'époque où il y avait un duo d'attaque qui était extraordinaire, c'était Mamadou Niang et Adebayor. Ouais, c'est vrai que c'est costaud. Ouais. C'était assez costaud, on avait pris 4-0 je crois, ou 5-0, je sais plus, à Metz. Et puis l'autre qui était super, c'était le gros derby qu'on avait joué chez nous. Et ça faisait un moment qu'on n'avait pas gagné de derby, où on gagne 2-1. Et si je me souviens bien, Youssouf marque le premier. Le deuxième, ils égalisent, je crois, eux, à la 89e ou 90e. C'est ça. Et moi, je marque à la 92e juste derrière, et on gagne le derby 2-1. Bon, j'y laisse un œil aussi, parce qu'au final, je m'étais fait une déchirure de la rétine par le gardien. Ah ouais, quand même, je me souvenais plus de ça. Oui, à un moment donné, parce que tout le monde me voyait au sol, tout le monde pensait que je pleurais de joie ou j'étais heureux. Non, c'est que le gardien m'avait bien éclaté l'œil à ce moment-là, et qu'après les contrôles, bon, après, c'était pas le truc le plus embêtant ni handicapant. Mais c'est vrai que le fait de gagner 1-0, de se faire égaliser à la 89e ou 10e, et que derrière, moi, je marque à la 92e, je crois, et d'avoir... c'est ce que je te disais, le côté où tout le monde pousse pour que son équipe gagne,
et ce côté électrique, parce que tu as envie tout de suite, tu mènes 1-0, tu prends un but pratiquement dans les arrêts de jeu, à la fin du match, et toi tu te dis putain c'est con parce que c'était quand même un gros match, et que tu n'as pas envie de quitter sur un match nul. Donc là, boum, derrière tu renchaînes, tu essaies de donner les derniers et de jeter les derniers efforts qui te restent, et puis je marque à la 92e, et puis ça reste quand même un bon souvenir, et puis tout le stade, on l'a ressenti dans tout le stade. Et toi, du coup, tu t'en souviens, malgré le fait que tu sois blessé sur l'action, tu te souviens de la réaction du public et de l'ambiance que ça a mis ? Ah oui. De toute façon, les images sont encore présentes, et quand on me voit me lever, je vais même pas direction le rond central. Je divague à gauche, à droite, parce que je suis un peu perdu, vu que j'avais la vision floue. Et après, je sais plus si je me redresse tout seul et je vais tout seul, ou bien si quelqu'un me raccompagne jusqu'au truc. Mais tu sens, t'entends les cris, t'entends tout le monde. Et puis quand t'es au sol, tu vois tous tes coéquipiers qui te sautent dessus, limite à t'étouffer. Donc ouais, tu sens le truc qui est super. Ouais, ça devait être génial à vivre. Et puis c'était sur une année extraordinaire en plus. On était en plein milieu d'une année extraordinaire. Aussi. Avec une équipe de copains. Enfin, c'était une belle saison. Bon, merci Monsef en tout cas d'avoir participé. De rien. Quel match! Je crois qu'Eric, tu disais dans le podcast numéro 2, deuxième émission, que c'était ton souvenir préféré de derby. Oui, parce que c'est un scénario idéal, l'égalisation Messine en fin de match, on se dit ça y est, merde, c'est fini, c'est plié. Et puis là, ce but miraculeux de Monsef, non, c'est un bonheur absolu. C'était Steve ? Non, j'y étais pas à cette époque. Et en plus, c'était une année où nous, on était très très bien placés. C'est l'année, je crois, où on finit 4e. Si je me trompe pas, eux sont en bas de classement, et puis oui, bon, s'il y a bien une fois où le derby, on est sûr qu'il est pour nous, et là ils égalisent à 88e, et on se dit mais c'est pas vrai, et c'était l'ambiance, l'explosion de joie quand il y a eu ce but, c'était quand même extraordinaire. Et cette période, on a quand même eu la chance de vivre cette période en tant que supporter de la SNL. Ouais, je pense que beaucoup de gens à l'époque s'en sont peut-être pas rendus compte. Ils n'ont pas compris qu'on était en train de manger notre pain blanc qui serait suivi d'un pain noir, et ils ont cru que c'était la norme. Je pense à ceux qui ont découvert l'AS Nancy-Lorraine à cette époque-là, ils ont cru que c'était normal. Nous, les plus anciens, on savait que l'histoire est cyclique et que voilà. Mais je me souviens que j'étais proche d'André Porter à l'époque, qui était le speaker du club, et on avait toujours un petit peu du mal avec l'ambiance qui redescendait, ou les gens qui commençaient après cette fameuse saison, les 4e. On oublie après qu'on est resté de nombreuses années en Ligue 1, et les gens commençaient à s'impatienter parfois, alors que finalement ils finissaient 12e, 13e, 14e. Enfin, et j'avais dit à André cette phrase, j'ai dit, on leur a donné du caviar aux supporters une saison, on leur sert du saumon fumé aujourd'hui, donc ils en veulent plus. Oui, moi ça m'avait frappé la saison suivante, on est dans le ventre mou du classement, on se bat toujours un peu pour le maintien, on est autour de la 13e place, et les gens n'étaient pas contents, alors que c'était la vraie place de l'AS Nancy-Lorraine. On serait heureux aujourd'hui d'être 13e de Ligue 1. Ça c'est sûr. C'est ça, faut jamais oublier dans ces moments-là que finalement être en Ligue 1 et se battre pour rester en Ligue 1 et même ventre mou, finalement je pense que tout le monde y signerait aujourd'hui. Monsef Zerka, ça vous évoque quelque chose quand même, messieurs? Ah oui, c'est quand même un itinéraire très particulier. Avant, dans les années 30, on appelait ça les joueurs morphés, quoi. Je veux dire, des joueurs qui sont d'une polyvalence extraordinaire. Et lui, il est quand même passé de défenseur latéral à attaquant-buteur. Puis ça reste un joueur mythique quand même de l'AS Nancy-Lorraine. Je pense que voilà, la Coupe de la Ligue, cette période fabuleuse, ça reste quand même un joueur important de ce club. Et ses buts signés du Z, c'était en plus une mise en scène qui était très efficace auprès des supporters. C'était fabuleux. Quelque part, Monsef Zerka, comme ça, c'est pas un peu l'image de la SNL. Il est arrière droit, il finit attaquant, il marque des buts, il vient de nulle part, il finit à marquer un but en finale de la Coupe de la Ligue, le Z. Enfin, il n'était pas forcément prédestiné à ça, et avec des hauts et des bas dans sa carrière. Et surtout que l'histoire avait pas très bien commencé, parce qu'au début, c'était un peu une forte tête. À Nancy, il était en conflit régulièrement avec les dirigeants de l'AS Nancy-Lorraine. Quand il est arrivé de son Loiret natal, si je ne dis pas de bêtises, c'est vrai qu'il y a eu des périodes où on se demandait s'il allait rester, quoi. Et puis l'histoire s'est super bien finie, quoi. L'histoire est belle. D'ailleurs, Monsef Zerka nous parle de l'ambiance particulière à Picaud pendant les derbies. On va écouter Mif, qui est un ultra et supporter de la SNL, et qui lui était présent à ce match-là et à d'autres, et va nous parler de sa manière de vivre les derbies.
Bonjour Mif, tu étais membre des Ultras Nancy Satur DFC et je voulais un petit peu avoir toi ton ressenti sur les derbys Nancy-Metz et voir comment tu les vivais, qu'est-ce que ça représentait pour toi. Salut Olivier, salut tout le monde. Oui, comme tu l'as dit, oui, je suis membre de Saturday. Je suis ultra, on va dire, depuis l'âge de 20 ans. Là, j'ai pris un peu de recul parce qu'avec l'âge, forcément, tu laisses les jeunes s'occuper de la chose. Hein. Moi, j'ai 37 ans aujourd'hui, donc j'ai fait une grosse quinzaine d'années dans le mouvement. Alors au niveau des derbies, comment tu sens un derby? C'est toujours le match, c'est le match que tu coches au début de chaque saison. Cette année, on va dire que le derby, le contre-finale, c'est pas pareil. Là, tu me parlais de Metz, c'est encore autre chose. T'as plus comme la rivalité régionale entre guillemets avec Metz. Du fait ça va pas se cacher, c'est la rivalité régionale qui prime. Et par rapport à Épinal, c'est pas pareil, tu vois, c'est pas pareil. Donc c'est pour ça, Metz, ça fait longtemps qu'on les a pas joués. Donc voilà, le derby, tu vois, comme tu l'as dit, le derby Nancy-Metz, c'est toujours un match particulier. C'est le match que tu coches, enfin les deux matchs du coup aller-retour que tu coches dès que le calendrier sort. Et c'est un match que tout le monde attend avec attention, on va dire. Et quand on est ultra, il y a la rivalité de la victoire sur le terrain, mais est-ce qu'il y a la rivalité entre supporters de celui qui va plus ambiancer le stade, de celui qui va faire le plus de bruit, le plus beau tifo? Est-ce qu'il y a un truc comme ça où on a la fierté de se dire il y a le terrain, mais dans les tribunes, on a été au-dessus? Après, on aime bien que le terrain ça suive aussi. Hein, tu vois, je veux dire, c'est ça qui fait aussi le charme. T'as le terrain et la tribune. Bon. Nous, on s'occupe des tribunes, on fait ce qu'on peut. On essaie toujours d'être au-dessus de l'adversaire. Là, j'ai parlé des derbys. C'est vrai qu'il y a une dizaine d'années, c'était encore autre chose. Au moins, on pouvait assister aux derbys, parce que je sais pas si t'as suivi. Enfin, je pense que t'as suivi, comme tout le monde a suivi les derniers derbys qu'on a pu faire. Nous, on était interdits d'aller à Metz et eux étaient interdits de venir à Pico. C'est pas la même saveur. Même nous, on milite pour que les visiteurs, donc que les Messins viennent à Pico quand c'est jour de derby, parce que t'as pas la même saveur. C'est quand même une autre saveur quand l'équipe visiteur, quand les visiteurs peuvent venir avec leurs supporters, c'est une autre saveur. Et nous on fait le taf en tribune, on essaye de faire le taf, nous ultra et même le public en général, tu vois. On essaie de faire le boulot sur le terrain. Des fois ça suit, des fois ça suit pas. Les derniers derbys qu'on a fait à Pico, c'était quand même je sais pas si tu te souviens, on a eu le gros 4-0 là en 2016. Ouais. C'était quand même quelque chose. C'était quand même quelque chose, mais toi les visiteurs n'étaient pas autorisés. Donc tu vibres grâce au terrain. C'est bien aussi. Mais c'est mon point de vue, mais je pense que c'est le point de vue de beaucoup de gens. C'est quand même plus agréable quand tu as un vrai derby avec donc les supporters domiciles et les supporters extérieurs qui peuvent venir en nombre. Et ça, c'est une vraie, on va dire une vraie fête du football entre guillemets, parce que voilà, il y a toujours comme derrière la querelle de clocher, comme je dis, sur fond de rivalité régionale, qui fait que le derby, c'est une saveur particulière. Pour que le tableau il soit complet, de toute façon, il faut qu'il y ait les supporters des deux équipes. Sinon, ça n'a pas la même saveur, c'est pas le côté grand match, c'est pas l'ambiance est de toute façon pas la même. Si tu veux retrouver l'ambiance du gros match, du derby, la passion au maximum, il faut qu'il y ait des supporters des deux équipes, que ce soit à Nancy ou à Saint-Symphorien. Ouais. Quand vous préparez un derby, en général, il y a toujours un tifo, un des plus beaux tifos de l'année. Vous le préservez au derby quand il y a un derby, évidemment, parce qu'on parle bien de Nancy-Metz. Alors, du coup, c'est quoi? C'est des mois de préparation, c'est des années. Comment vous gérez ça? Comme je te dis, tu as le calendrier qui sort et tu coches en priorité, on va dire, le match à domicile, parce que tu sais que tu pourras faire un grand tifo dans la tribune. C'est des mois de préparation. Tous les tifos qui sortent. Là, tu me parles de derby. Moi, je veux te parler aussi de tous les derniers tifos qui ont été effectués. Moi, de mon niveau, comme je t'ai dit, avec l'âge et tout, je découpe plus un carré pour le coller, pour faire les tifos. C'est les jeunes qui s'en occupent, mais ça demande une sacrée préparation et c'est des mois de préparation. Tu vois, dernièrement, c'est une émission axée sur le derby, mais les derniers tifos qu'il y a eu, donc il y a eu le tifo anniversaire contre Rouen à domicile, le tifo anniversaire Nancy-Sarrebruck. C'est quand même des mois de préparation. Dans une petite salle avec un rétroprojecteur et des carrés de 1 sur 1
tu colles, que tu mets en place et tout, pour au final te faire une voile qui est sur toute la tribune. Et comme je dis, c'est des mois de préparation. Et bon, là, il faut féliciter les jeunes à l'heure actuelle. Bon, je l'ai fait aussi, hein, je suis passé par là à moindre niveau, parce que là, vraiment, les jeunes qui bossent aujourd'hui sur les tifos, ils ont atteint un sacré niveau des chorégraphies et des voiles, un sacré niveau de détail que nous, qu'on faisait pas à l'époque. Donc il faut leur tirer le chapeau, et comme tu l'as dit, c'est des mois de préparation en amont, bien avant la date du jour J. Et tout le jour J, t'as même des fois la veille des répétitions pour voir si si la voile correspond bien, si tout est parfait. Et toi, s'il y avait un derby dont tu étais le plus fier par ce que vous avez fait en tribune, par l'ambiance qui a été mise, par tout ce qui a été tourné autour, ce serait lequel où tu t'es dit, ouais, là, on a fait une soirée parfaite? C'était quoi, le 4-0 contre Metz ou Ouais, c'est vraiment celui-là. Moi, je veux dire, de ce que j'avais noté, c'est vraiment celui-là parce que tu as le terrain qui a suivi, tu avais un bon tifo en tribune aussi. Le seul regret sur le match-là, c'est que tu n'avais pas de visiteurs. Ouais. Bon, il y en avait quelques-uns, je pense, qui étaient éparpillés dans le stade. Mais bon, après, voilà, quand sur le terrain, ça suit, c'est magnifique. Bon, malheureusement, si tu regardes bien ce match, ça a été, on est en Ligue 1, tu mets 4-0 à Metz, et depuis ce jour-là, on a commencé la descente tout doucement, et on a chuté depuis ce jour-là, quasiment. C'est presque le début de la fin, hein, ce match-là. Finalement, c'est Ouais. c'est le moment où on était sur un nuage et on est redescendu et puis depuis, hormis une petite éclaircie entre guillemets de temps en temps, il n'y a plus grand-chose, et on mange des années noires depuis ce match-là quelque part. Déjà, c'est le début de la fin, comme tu as dit, c'est le match Nancy-Metz, on met 4-0 en décembre 2016, et après on coule derrière. Messieurs, l'ambiance, comme on nous en parle, ça fait quand même partie du derby, l'ambiance dans les tribunes. C'est un élément à part entière. Oui, mais c'est ce qui fait la beauté du derby aussi, c'est que c'est toujours des matchs avec une ambiance particulière, avec un stade quasi toujours plein, des tifos magnifiques. Enfin, c'est vraiment une fête. Et c'est ce qui est beau dans un derby, c'est qu'il faut que ça reste une fête. Et c'est magnifique, c'est incroyable. Parce que moi, je trouve ça fade quand on a un derby et qu'il n'y a pas les supporters adverses, quel que soit le lieu, parce que pour avoir une très bonne ambiance dans un stade, il faut qu'il y ait du répondant, et il faut qu'il y ait deux groupes ou deux équipes avec des supporters différents qui vont, eux, encourager chacun de leur côté leur équipe. Et je trouve que c'est ça aussi qui fait que l'ambiance est meilleure, le côté passionnel, etc. Ah mais c'est sûr. C'est vrai que c'est toujours plus joli, plus beau d'avoir vraiment les deux équipes de supporters. Après, malheureusement, faut que ça reste un match. Ça reste un match, hein, faut pas... Voilà, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de débordements dans les derniers matchs. C'est dommage. Alors, pas forcément les derniers, parce que malheureusement, il y a eu des interdictions de déplacement, etc. Oui. Mais auparavant, et on est d'accord, et d'ailleurs, c'est un élément qui revient dans toutes les interviews, que ce soit avec les joueurs, que ce soit avec les supporters, qui revient. Alors, on a coupé, hein, parce que sur des durées d'émission définies, on peut pas mettre une demi-heure d'interview, mais systématiquement, on nous parle de l'ambiance, qui est un élément important du derby, mais qu'il faut que ça reste une ambiance bon enfant, entre guillemets. C'est du chambrage, c'est chacun supporte son équipe, mais il ne doit pas y avoir de débordement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vont au stade toutes des personnes qui vivent le sport différemment. Il y a des ultras, il y a des supporters, mais qui vont pas forcément chanter. Il y a des gens qui chantent, mais qui sont pas ultras. Il y a des familles. Il y a des hommes, des retraités, des femmes avec leurs enfants, des couples. Tout le monde vient au stade, et à un moment donné, la bonne ambiance doit s'arrêter au débordement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on n'est pas dans un match de foot pour qu'il y ait des jets de pétards qui se fassent sur des familles, sur des gens qui n'ont rien demandé. Des dégradations du stade, que ce soit à Nancy ou à Metz, ça doit pas exister. Le débordement, d'une manière générale, ne doit pas exister. Et ça, alors que ce soit autour de la table ou dans toutes les interviews qu'on a pu faire avec les supporters, que ce soit de Metz, de Nancy ou les joueurs, effectivement, là, il n'y a pas de débat. Tout le monde est d'accord sur ce sujet. Ouais, il faut que ça reste un moment de fête. Il faut que ça reste une soirée... Voilà, il y a du chambrage, c'est sûr. Voilà, c'est comme ça, ça fait partie aussi des histoires de derby. Mais il faut que ça reste une fête populaire. Le début de la fin, finalement, ce 4-0 pour la SNL. Alors, début de la fin. Attention, parce qu'on n'est pas non plus dans la période phase de la SNL où on vient de gagner la Coupe de la Ligue. Je rappelle qu'on est descendu pendant quelques années. Pablo Correa est parti. On est en Ligue 2 pendant 3-4 ans. Pablo Correa revient. On remonte. Finalement, ça se passe bien.
en Ligue 1 jusqu'à quasiment la trêve. Et comme ce match arrive, alors je ne sais plus si c'est fin novembre ou début décembre, trêve, vente de Clément Langlais. On était de mémoire 11e à la trêve. Il nous restait très peu de points pour décrocher le maintien. On est en demi-finale de la Coupe de la Ligue qu'on va aller perdre à Monaco avec une boulette notamment du gardien Ndi Asembe. Et derrière, deuxième partie de championnat, plus d'anglais, plus rien. Plus de points, une galère. Alors il y a eu ce match, il y a eu le fameux match de Lorient avec le 3-2, mais ce match de Metz, est-ce que pour vous aussi c'est finalement la dernière petite épopée, enfin pas épopée, mais dernier petit cadeau qu'on a eu, peut-être le dernier moment de vrai pur bonheur? Pour moi, l'avant-dernier, je pense que c'était effectivement c'était déjà le chant du cygne, mais comme je l'ai dit dans un précédent podcast, il y a quand même eu la parenthèse Alain Perrin qui, avec ce recrutement au mercato hivernal et puis ce changement radical d'état d'esprit, là on a quand même repris du plaisir à Picaud, ce qui nous est plus beaucoup arrivé depuis, il faut quand même bien le dire. Ah non, c'est vrai que là on peut chercher, ça va être compliqué à trouver. C'est compliqué. On a parlé avec Monsef Zerka d'une belle période 2004-2010. Steve, tu as décidé de mettre un autre match en lumière. D'ailleurs, c'est un match que nous avions évoqué également avec Monsieur Moustaïd lors de notre deuxième émission. Est-ce que tu peux nous parler du fameux match entre l'AS Nancy-Lorraine et le FC Metz, ou plutôt du FC Metz et l'AS Nancy-Lorraine en 98-99? Pour le contexte, je vous rappelle qu'en 98, la Zizou-mania envahit les stades de foot français avec son lot de footix. D'ailleurs, étrange maladie qui apparaît soudainement chez les détracteurs du foot. Alors, en Lorraine, cette résonance est amplifiée aussi avec le retour de Nancy dans l'élite du football français. D'ailleurs, durant cette intersaison, Nancy va faire parler d'elle en battant son record d'abonnés, autour de 3000 supporters, et en recrutant deux joueurs. Un Brésilien, vous connaissez ? Dimitrius Ferreira. Ouais, et un très Chinois. bon arrière-droit. Leginho. Tout à fait. Alors, les débuts de Nancy sont corrects, et arrive le derby début octobre. Alors, le match va se dérouler sur les terres de Moselle, dans un dimanche ensoleillé. Pour une fois, c'est pas l'hiver. Alors, ces retrouvailles entre ses frères ennemis vont enflammer vraiment la Lorraine les jours précédant le match. Alors, c'est dans un stade pour une fois bien garni, plus de 16 000 supporters, et beaucoup de supporters de Nancy aussi, que les joueurs vont pénétrer sur la pelouse. Alors, dans les rangs messins, il y a la présence d'un transfuge, passé de l'été de Nancy à Metz, avec un t-shirt marqué « Nancéen, non merci ». Le ton est donné pour ce 73e derby. Alors, rapidement, Nancy va prendre l'avantage grâce à un but de renard des surfaces de Sofiane Koné. Tout à fait. Alors, Danny Bouffin va égaliser avant la mi-temps et un autre grand joueur va mettre une tête rageuse. Je veux bien sûr parler de Tony Cascarino. Tout à fait. Alors, quelques minutes plus tard, Sofiane Koné, encore lui, fera exploser de joie les supporters de Nancy présents à Saint-Symphorien en marquant un superbe troisième but. Alors, pour la petite anecdote, un symbole de l'état d'esprit qui habitait le club à cette période, pour fêter son doublé, Koné va se jeter dans les bras des jeunes du centre de formation qui étaient présents en tribune latérale. Alors, inutile de vous dire que les supporters de Nancy se sentaient pousser des ailes en tribune, et c'est pas le but de Frédéric Mérieux, juste avant le gong final qui va vraiment les refroidir. Et pour la petite histoire, c'est un certain Bologna qui entraînait Nancy à cette époque. Et les fameux entraîneurs entre Nancy et Metz, etc. Je vous dis que ça passe mieux d'un côté que de l'autre. Moi, c'est mon meilleur souvenir. J'ai été beaucoup plus jeune à l'époque, évidemment. J'ai eu la chance d'être à Saint-Symphorien ce match-là, et on avait une ambiance. C'était extraordinaire. On avait une équipe aussi sur laquelle on s'identifiait. Tony Cascarino, qui est un grand joueur passé par la Nancy-Lorraine. Je me souviens à l'époque, on était fiers d'avoir un joueur de Nancy qui était dans le classement des buteurs et qu'on attendait jour de foot, on attendait jusqu'à la fin. Alors je sais plus, c'était le jour de foot ou l'équipe du dimanche où on voyait les classements du buteur. J'étais fier de voir Tony Cascarino à Nancy-Lorraine, parce qu'à l'époque il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas internet. Le seul moyen de voir les résumés et d'avoir un peu des informations, c'était d'attendre à la télévision. Tu étais toi, Eric, à ce match-là? Non, moi j'étais loin de Nancy à l'époque. C'est quand tu étais à l'autre bout du monde? Pas encore, mais j'étais déjà plus à Nancy. D'accord, et tu te souviens de ce match quand même? Tu l'avais suivi? Oui, je continuais à suivre, mais comme tu le dis, à l'époque, on n'avait pas Internet. Enfin, ça allait commencer, mais on n'avait pas encore Internet. Donc, les moyens de suivre l'actualité du club quand on était expatrié étaient quand même extrêmement limités. Ouais, et ce match-là, Sofiane Koné marque 2 buts. Sofiane Koné, c'était un ovni, pour ceux qui n'ont pas connu. À l'époque, alors je sais plus si c'était Thierry Henry. C'était pas Thierry Henry, mais on le comparait à ce type de joueur. C'était un joueur qui était phénoménal. Il était déjà sur les tablettes d'Arsenal après quelques
matchs. C'était le moment où en plus on commençait à parler de millions sur les transferts, et c'était un joueur qui était suivi par les plus grands clubs, qui avait une capacité... Enfin, il était au-dessus du lot. Et c'est malheureusement, c'est un des tristes destins, parce que ce joueur-là s'est blessé gravement sous l'ère Bologna justement, et ce qui a mis fin à ses rêves de carrière. Alors ça a mis fin à ses rêves, et lui a eu des difficultés ensuite, on en reparlera peut-être dans une autre émission, mais c'était en tout cas certainement, si on retient une des pépites du centre de formation, il en fait partie quand même, Eric. Oui, et puis il a fait jurisprudence, son cas a fait jurisprudence, puisque à partir de l'épisode Koné, c'est-à-dire où Jacques Rousselot a reçu des offres mirobolantes de clubs étrangers pour le recruter, et il a dit non, on le garde une saison de plus, et là il se blesse, et il rejoue plus, quasiment plus. Et de ce jour-là, Jacques Rousselot a dit, quand j'aurai une belle proposition sur la table, je vendrai à partir de maintenant. Et c'est vrai qu'il a plutôt fait ça après. Ouais, il a eu raison, mais et en fait, c'est vrai que la destinée de Soufiane Koné est malheureuse et triste, et quelque part, la destinée de la SNL lui a été liée à un moment donné, parce qu'avec cette manne d'argent qui était phénoménale et qu'on proposait à la SNL, on est descendu en fin de saison, on aurait certainement pu recruter davantage, ou on aurait d'ailleurs pu rebondir plus vite. C'est aussi quelque part un élément qui a pénalisé la AS Nancy-Lorraine, donc sa destinée, et c'est la plus importante à lui en tant qu'homme, parce qu'on n'oublie pas que ce sont des hommes avant tout, mais malheureusement, cette destinée d'homme a entraîné aussi un petit peu, peut-être pas un déclin, mais des difficultés de la AS Nancy-Lorraine derrière, qui aurait pu avoir des jours meilleurs. Oui, on voit comment une décision qui semble pas fondamentale, vendre ou ne pas vendre cette saison un joueur, peut avoir en fait des répercussions x100 sur l'avenir, l'évolution ultérieure. Puisqu'on parle de la saison 98-99, c'est la dernière saison de Christophe Bastien dans les rangs de l'AS Nancy-Lorraine. Eric va nous donner une anecdote par rapport à Christophe Bastien et toujours cette thématique du derby. C'est pas tellement une anecdote, c'est rappeler une période de l'histoire de l'AS Nancy-Lorraine. Si vous voulez, entre Nancy et Metz, il y a eu plusieurs périodes. Les années 70 et 80, les deux clubs jouent durablement en première division, donc ils jouent dans la même catégorie. Donc les équilibres sont respectés entre Nancy et Metz. Mais à partir de 1987, Nancy, pour la première fois depuis 15 ans, va descendre en deuxième division. Et là, c'est en quelque sorte la fin d'une ère. C'est le moment où Nancy a vendu tous ses meilleurs joueurs les uns après les autres et a fait confiance à la jeunesse. Mais à un moment, ça finit par se payer. Nancy descend en deuxième division. Et c'est le moment où Albert Cartier, qui est le maître à jouer de la défense nancéenne, le capitaine, Nancy veut reconstruire en deuxième division avec lui. Et lui, on en a parlé dans un précédent podcast, entame un rapport de force avec les dirigeants pour pouvoir signer à Metz. Et finalement, il obtient gain de cause et il signe à Metz. Et ce moment, Albert Cartier, en 1987, ça va ouvrir une période d'une grosse dizaine d'années, au cours de laquelle la SNL est sportivement en dessous du FC Metz. Le FC Metz en première division, la AS Nancy-Lorraine a tendance à passer 2 saisons sur 3 saisons sur 4 en division 2. Et la conséquence, c'est qu'à chaque fois qu'un bon jeune émerge à la AS Nancy-Lorraine, il va être recruté par le FC Metz. Pendant plus d'une dizaine d'années, c'est un scénario qui va se reproduire très souvent. Ça a été le cas de David Zitelli en 1992, c'est le cas de Sébastien Chemel en 1998, avec en plus ce petit truc énervant pour les supporters nancéens, c'est que David Zitelli, peu de temps après avoir signé à Metz, va tenir des propos hostiles aux dirigeants nancéens. Sébastien Chemel, Steve le rappelait tout à l'heure, a eu le culot de porter un t-shirt anti-nancéen à l'occasion d'un derby alors qu'il portait le maillot grenat. Enfin, tout ça mis bout à bout devient un peu insupportable dans ces années-là pour les supporters de l'AS Nancy-Lorraine, mais aussi pour les dirigeants de l'AS Nancy-Lorraine. Et en octobre 1998, le magazine France Football, à la veille d'un derby entre Nancy et Metz, réalise une interview croisée des deux présidents, Molinari, président du FC Metz, et Gérard Parentin, président de la SNL. Et dans cette interview croisée, Carlo Molinari a le culot de dire qu'il s'intéresse de très près à Soufiane Koné et à Christophe Bastien, qui sont alors les deux meilleurs grands espoirs de, tu l'as rappelé tout à l'heure avec Soufiane Koné. À l'époque, Christophe Bastien aussi, il marche sur l'eau. Et ça va prodigieusement énerver Gérard Parentin, qui dit « Je refuse que
que l'AS Nancy-Lorraine devienne le centre de formation du FC Metz, il faut que ça s'arrête, etc., etc. Bon, malgré ces déclarations tapageuses, il va y avoir encore un de ces fameux transferts d'un jeune espoir nancéen vers le FC Metz, puisqu'à l'été 99, c'est Christophe Bastien lui-même qui est recruté au FC Metz. Il faut dire que la SNL pouvait difficilement refuser la proposition messine qui, pour l'occasion, avait cassé sa tirelire puisqu'ils ont acheté Christophe Bastien 25 millions de francs. Alors 25 millions de francs en tenant compte de l'évolution du pouvoir d'achat avec les convertisseurs de l'INSEE, ça représente 5,5 millions actuels. Ça a l'air de rien, mais en 99, 5,5 millions, c'est une grosse somme à l'échelle de la SNL. Et c'était d'ailleurs le record absolu de ventes réalisé par la SNL à cette occasion. Eh bien, c'est ce transfert de Christophe Bastien qui va mettre un terme quasi définitif au pillage dont je parlais tout à l'heure, pour une raison très simple, c'est que Christophe Bastien, c'est une catastrophe industrielle à Metz. Il a joué 4 saisons, de blessures en méforme, il n'a jamais réussi à retrouver le niveau qu'il avait à la SNL. Et les Messins regrettent encore d'avoir dépensé autant d'argent sur un joueur qui a eu beaucoup de mal à confirmer. Et donc ça a sonné la fin de la récréation, si j'ose dire, d'autant que très vite, au milieu des années 2000, le rééquilibrage sportif s'est fait au profit de l'AS Nancy-Lorraine. C'est-à-dire qu'on arrive là dans une période où la SNL va rester durablement en Ligue 1, alors qu'à l'inverse, le FC Metz va avoir de plus en plus de mal. Donc vous voyez, c'est une affaire de cycle. Et donc voilà comment Christophe Bastien a mis fin à 12 ans de pillage en règle du centre de formation de la SNL. Merci Eric pour ce rappel historique, effectivement. Alors comme promis, j'ai une grande surprise pour terminer. On clôture ces 3 émissions en écoutant une ancienne gloire de la SNL, dont la parole est plutôt rare. Vainqueur de la Coupe de France en 1978, membre de l'équipe des 50 premières années du club, nous allons écouter Jean-Michel Moutier, gardien de but de l'AS Nancy-Lorraine, qui nous fait l'honneur de nous parler de derby. La qualité du son n'est pas toujours exceptionnelle, donc tentez bien l'oreille parce que cette interview est très intéressante. Monsieur Moutier, je vous remercie en tout cas de participer à notre émission sur les derbys. Donc je rappelle que vous avez été gardien de la SNL entre 1975 et 1984, qui représente 335 matchs chez les Rouges et Blancs, entre Ligue 1 ou Première Division à l'époque, Coupe d'Europe et Coupe de France. Absolument. Voilà. Du coup, vous êtes de la région, en plus vous êtes de mémoire de Dame-le-Vière. Moi, j'étais à Dame-le-Vière, et bon, après j'étais à Lunéville, et quand je suis venu à Nancy, j'étais licencié à l'US Lunéville. D'accord. Et donc vous, en tant qu'enfant de la région, est-ce que les derbys devaient avoir une saveur particulière et vous avez dû en jouer un certain nombre? Oui, j'en ai joué un paquet, je sais pas combien, à peu près, 17, 18. Je crois qu'on n'en a pas joué en coupe. Et je me souviens pas de tous, bien sûr, mais je suis quasiment sûr qu'on n'a pas joué en coupe. Je ne crois pas non plus. Les derby, puisque j'avais pas mal de cousins qui étaient supporters du FC Metz, vous voyez ce que ça pouvait un peu donner en famille. Ah, ça devait être particulier du coup, les repas de famille. Et puis j'imagine que quand vous gagniez, vous pouviez rouler des épaules entre guillemets, et vous faisiez tout petit quand vous perdiez. Et quand on gagnait pas, c'est eux qui me chambraient. Toujours bien sûr, dans la limite, bien sûr, il n'y avait aucune animosité, bien sûr. Faut que le chambrage reste dans la rigolade, et puis on chambre 5 minutes, on passe à autre chose, et puis il faut pas qu'il y ait de dérive, effectivement, et c'est un peu le maître mot de tous les joueurs d'ailleurs qu'on a eu, en disant, et des supporters qu'on a eu aussi, en disant, écoute, ça chambre, il y a une rivalité, mais après il faut pas que ça aille plus loin que le chambrage, effectivement. D'autant que entre joueurs messins et nous, il y a les joueurs qui sont venus jouer comme Bernard Zénier et tout, et ça chambrait toujours gentiment, mais vraiment aucune animosité, et puis une sympathie entre nous envers les joueurs et un respect réciproque. Et vous sentiez que c'était une ambiance particulière quand même, ces matchs-là, par rapport à d'autres matchs que vous jouez, ou c'était plus ou moins la même chose? Ah non, c'était un match particulier, d'autant qu'à l'époque, ça allait même plus que dans le foot, parce que je sais pas si vous êtes jeune et tout, mais à l'époque, c'était Nancy ou Metz, capitale de la Lorraine, sur le plan politique en quelque sorte et tout. Donc les supporters, ils ramenaient ça un peu aussi au niveau du foot.
forcément. Et je me suis posé une question en tant que gardien qui a un poste particulier, quand il y avait une grosse ambiance dans ces matchs-là, est-ce que c'est plus difficile du coup de rester concentré parce que ça bouge de tous les côtés, ça crie est-ce que c'est des matchs qui vous demandent plus d'attention pour rester concentré et focalisé sur le jeu? Non, pas du tout. Non, c'est un match, sur tous les matchs, on reste concentré et tout. Si vous n'êtes pas trop concentré, quel que soit le match, vous payez cash. Hein. J'imagine. Le gardien, il n'y a que le filet derrière. Bah c'est ça, mais parce que j'imagine que les supporters adverses devaient chambrer un peu plus les gardiens et que des fois ça devait pas être facile de rester concentré, ça doit demander quand même une sacrée énergie. Oui, on restait concentré, mais c'est vrai que derrière, que ce soit à Pico, on était tranquille parce qu'on était chez nous. Voilà. À Saint-Symphorien, les supporters étaient juste derrière le but. C'est vrai qu'on se faisait chambrer, mais il fallait surtout pas tomber dans ce panneau-là. Ça doit pas être facile. Ça doit être impressionnant même à vivre. Ça doit être quelque chose quand même, parce que là, on se retrouve un peu tout seul avec juste son filet, son but, les supporters derrière qui crient. Ça doit pas être toujours simple. Ouais, mais ça fait partie du jeu, on le sait. Hein, c'est le métier qui veut ça aussi. C'est vrai que les premiers derbys, c'est un peu comme ça. Et après, il y a des matchs... vous savez, quand on jouait à Saint-Étienne, à l'époque, il y avait le chaudron derrière. C'était quasiment plus impressionnant même que les derbys. Ouais, donc c'était une habitude, plus une habitude pour vous. Et vous gardez, il y a des souvenirs particuliers que vous gardez des derbys, peut-être des bons souvenirs, des moins bons? Ouais, des bons souvenirs. Oui, dans l'ensemble, c'est des bons souvenirs parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, c'était des matchs particuliers, mais toujours jamais dans la violence et tout. Et ça reste des grands derbys, même. Et des matchs particuliers, quand on avait gagné à Metz une année, on avait gagné à 0, je crois. Et là, on a vraiment fait un grand match. Je crois que c'est Ruben et Pierres qui avait marqué. D'accord. Non, il y a eu des matchs, mais je vous dis, le public chambrait et tout, mais nous, il y avait un respect, mais tous les derbys avaient une saveur particulière. Quand il y avait... on regardait vraiment dès le départ, quand le calendrier sortait, on regardait 2 matchs à l'époque, c'était le derby et puis c'était Saint-Étienne. Ouais. Quand le derby approchait, il y avait une approche particulière, parce que souvent on lit dans la presse que c'est un match comme les autres, alors ça c'est peut-être ce qu'on dit à la presse, mais est-ce que finalement quand on est joueur, il y a une concentration ou une intensité dans les entraînements dans la semaine, où vous en parlez entre vous pour vous motiver, ou pour dédramatiser peut-être pour ceux qui sont un peu plus assujettis au stress? Est-ce qu'il y a une préparation particulière ou pas du tout? Une préparation particulière, non. En revanche, on en parlait pas mal. Pour les supporters, le derby était important. C'est un peu le match aussi des supporters, le derby. Donc on savait que si le derby se passait bien, on était tranquille. Ah bah, je vous assure qu'en tant que supporter, quand j'ai vécu des derbys, donc vous me posez la question sur mon âge, moi j'ai une 40aine d'années, donc, mais les derbys que j'ai connus, c'est sûr que quand on gagne, on passe un bien meilleur week-end que quand on perd. On est quand même bien plus détendu, on marche tranquillement dans les rues de Nancy, on peut aller au boulot tranquillement sans se faire chambrer, et c'est plutôt agréable. Il y a tout le reste de la saison après. Oui, non, mais c'est vrai. Ah bah, de toute façon, je préfère perdre un derby et me maintenir en Ligue 1 ou en Ligue 2 que l'inverse. Ça, c'est sûr et certain. Et il y a tout le reste de la saison. Alors souvent, on parle des buteurs qui ont mis des buts. Est-ce que vous vous souvenez peut-être dans un derby, un arrêt décisif qui a permis de sauvegarder un point ou une victoire? Est-ce que ça vous revient? Est-ce qu'il y a une image qui vous revient comme ça particulière? Sincèrement, non. Une image particulière. En revanche, il y a plusieurs images qui viennent et tout. À l'époque, les derbys, c'était les stades pleins, bien sûr, et tout. Nous, MS, on était en haut du classement. Dans la première partie du classement, il y a quelques arrêts, mais vous savez, ils avaient une attaque quand il y avait Braun, Curioni, Zénier, c'était quand même du haut niveau. Et nous, on avait bien sûr la rouille. On avait Michel, on avait Paco, Ducier, enfin bref, vous les connaissez aussi bien que moi. Quelle joie d'entendre Jean-Michel Moutier, ça m'évoque
le lycée Papillon, Michel Platini, Olivier Rouillet. Enfin, c'est un beau cadeau que Jean-Michel Moutier nous a fait, comme l'ensemble des intervenants, que ce soit supporters ou que ce soit Paco Rubio dans la première émission, que ce soit Monsef Zerka, que ce soit Youssef Moustaïd, que ce soit Geoffrey Cuffot. Enfin, c'est un grand merci à eux, c'est une joie et je vous invite à redécouvrir les premières émissions et réécouter les premières émissions. Si vous voulez également en savoir plus et vous replonger avec nostalgie dans le derby, il y a la brochure Histoire de Derby écrite par les Socios Nancy que vous pouvez retrouver sur notre site internet. Ça y est, c'est déjà fini, 3 émissions sur le derby. N'hésitez pas à nous envoyer via notre adresse mail ou internet vos souhaits de sujets que nous puissions aborder lors de prochaines émissions. En tout cas, je vous remercie de nous avoir écoutés. Merci Steve pour ta participation. Merci à vous. Merci Eric d'être là et pour ta participation également. Avec plaisir. Merci à Radio Fadjet, évidemment. Merci à tous les participants qui ont joué le jeu des interviews. Et on se donne rendez-vous pour notre prochain numéro. Au revoir à tous et bonne journée sur les ondes de Radio Fadjet. Réseaux sociaux, le podcast 100% ASMR.